Bonjour, je suis une femme d'une trentaine d'années. Il y a un dicton qui dit que le malheur naît quand on se compare aux autres. Dans mon cas, ce dicton s'est vérifié tout au long de ma vie. Dès ma naissance, j'ai été constamment comparée à ma sœur jumelle, qui est venue au monde 2 minutes plus tôt que moi. Bien que nous ayons le même jour de naissance et le même utérus, nous n'avions aucune ressemblance physique. Ma sœur aînée a hérité de toutes les meilleures qualités de nos parents, alors que je semble avoir été laissée avec les restes en termes de gènes. Pour quiconque nous voyait, il était clair que ma sœur monopolisait l'amour de nos parents. Elle était séduisante, charismatique et excellait dans les études. Au contraire, j'étais mince, grande, d'apparence ordinaire, avec une personnalité directe, et pour couronner le tout, j'avais des difficultés scolaires. En grandissant, le fossé entre nos vies de sœurs s'est encore accentué. Ma sœur a été admise dans une université de l'Ivy League, tandis que j'ai suivi des cours de cosmétologie dans un établissement d'enseignement professionnel. La différence entre nos niveaux d'éducation était évidente pour tout le monde. Chaque fois que la réussite de ma sœur était mentionnée, ma mère l'affichait fièrement comme si elle avait gagné le prix ultime dans le jeu de la vie. Elle aimait particulièrement se vanter auprès de ma grand-mère paternelle, qui lui reprochait constamment de ne pas avoir de petits-fils, et des sœurs de mon père, qui étaient tout aussi sévères à son égard. L'attitude de ma mère semblait leur adresser un message: vous m'avez tous méprisé parce que je n'ai pas eu de fils pendant tout ce temps. Mais voyez ma fille, que vous ignorez parce qu'elle est une fille, a été acceptée dans la meilleure université du pays, bien que je ne comprenne pas entièrement son raisonnement. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait le bonheur et la vengeance à travers mes réussites. Bien que je comprenne les émotions de ma mère, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu blessée. Même si je n'avais pas autant de succès que ma sœur, qui était entrée dans une université prestigieuse, j'avais tout de même été admise dans un collège avec d'excellentes notes. Le fait que ma mère n'ait pas dit un seul mot pour me féliciter était incroyablement injuste. De plus, elle n'a jamais mentionné mon admission à l'université à aucun de ses amis. Si quelqu'un posait des questions sur moi, elle détournait rapidement la conversation pour ne parler que de ma sœur. On aurait dit qu'elle craignait que sa propre gloire, tirée des réalisations de ma sœur, ne soit entachée par ma présence dans une université inconnue et moins prestigieuse. L'origine de cette agonie provient de mon dévouement acharné. Pendant 2 ans, je me suis plongée dans des études rigoureuses comme si mon existence même en dépendait. En me hissant au premier rang de mes études, j'ai obtenu la distinction d'être la meilleure étudiante de ma matière principale. Cette réussite a incité mon professeur à me recommander pour un poste dans un salon de coiffure réputé, fréquenté par d'illustres célébrités. Entrer dans le monde de ce salon de haut niveau comportait des avantages, notamment en termes de salaire substantiel, accordé aux stylistes de coiffure estimés. Cependant, le scénario a pris une tournure différente pour le personnel de rang inférieur. Malgré des tâches exigeantes, la rémunération reflète celle des salons locaux et modestes. Pourtant, l'expérience inestimable de l'apprentissage directement sous la direction de célèbres coiffeurs, de l'observation et de l'apprentissage, avait une valeur qui dépassait toute mesure pécuniaire. Je me suis engagée à fond dans ce rôle, étant toujours la première à arriver et la dernière à partir. Poussée non pas par une pression extérieure mais par une volonté intérieure d'exceller, ne souffrant pas de l'absence d'une formation universitaire prestigieuse, je refusais d'être moins que la première autorité dans mon domaine de prédilection. Par conséquent, ma routine quotidienne impliquait un nettoyage matinal, une organisation méticuleuse des produits et une journée entière passée à assister les coiffeurs à divers titres. L'aspect le plus éprouvant était la station debout incessante tout au long de la journée. Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction explicite de s'asseoir pour les employés subalternes, le rythme exigeant ne laissait aucune place au répit. Je naviguais dans un cycle continu de tâches, discrètes mais cruciales dans le fonctionnement quotidien d'un salon de coiffure. La difficulté persistante de rester debout pendant de longues périodes m'a obligé à porter des chaussures de sport tous les jours, une directive stricte de mon styliste superviseur, avec un régime de formation plus ardu que celui de mes collègues. Le premier mois s'est avéré une épreuve implacable, avec des pensées de résignation qui m'assaillaient chaque jour.
Pourtant, mon désir de réussir a éclipsé ces moments de doute. 3 années se sont écoulées sous l'œil vigilant d'un mentor sévère, marqué par les larmes versées à la suite de fréquentes réprimandes, mais également ponctuées par la gratification de l'épanouissement personnel. Dans la hiérarchie de mes collègues, je me suis distinguée en étant la première à passer du statut de stagiaire à celui de styliste capillaire reconnu. L'apogée de ce parcours est arrivé lorsque mon premier client, qui n'était autre que mon superviseur, le plus grand styliste du salon, m'a confié une tâche simple mais importante, couper ses cheveux. Il s'agissait non seulement d'une étape professionnelle importante, mais aussi d'un témoignage de l'odyssée transformatrice qui a défini ma persévérance et mon dévouement. Son style correspondait parfaitement. On dit souvent que le client le plus difficile est celui que l'on connaît. Ainsi, lorsqu'il a passé sa commande, j'ai eu l'impression qu'un client entrait dans un restaurant et demandait le plat qu'il souhaitait. Étonnamment, je n'ai pas éprouvé de ressentiment à l'égard de mon supérieur pour m'avoir confié une tâche aussi difficile. Au contraire, j'ai ressenti une immense gratitude. Je comprenais pourquoi il était venu au salon pendant son jour de congé, pour encourager sa stagiaire, une coiffeuse nouvelle et inconnue. J'ai donc saisi l'occasion d'égayer l'humeur de mon superviseur en me basant sur les observations que j'avais faites de lui au fil du temps. Alors que je lui coupais les cheveux, chaque mèche tombant gracieusement sur le sol, je savais que le moment du jugement approchait. J'ai soigneusement coupé l'arrière de sa tête et je l'ai regardé dans le miroir. J'ai d'abord ressenti du soulagement, car la coupe s'était déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Cependant, ce qui comptait vraiment, c'était son opinion. Mon superviseur a tourné la tête d'un côté à l'autre, examinant méticuleusement chaque détail de la coupe. Pendant ce court laps de temps, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. J'avais l'impression que tout le monde pouvait entendre les battements de mon cœur. Puis c'est arrivé, mon patron a souri, son approbation était évidente lorsqu'il a déclaré « C'est bien. J'aime vraiment ça. À partir de maintenant, je veux que ce soit toi, Lisa, qui soit ma coiffeuse. » À ce moment-là, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les larmes me montaient aux yeux. C'était un mélange de bonheur et d'incrédulité, c'était la première fois que les larmes coulaient aussi abondamment depuis ma naissance. Je me suis sentie valorisée pour le simple fait d'être moi-même, et ce par nul autre que mon mentor. De plus, c'était la première fois que je le voyais sourire. Il était connu pour être le prince des glaces du magasin, dégageant un charisme comparable à celui des plus grandes célébrités. J'étais captivée par le fait que ce professeur vénéré me regardait, souriait et faisait palpiter mon cœur. Ce professeur extraordinaire est devenu mon époux bien-aimé. Comme il l'avait prédit, je suis devenue responsable de ses cheveux pour le reste de notre vie. Peu de temps après avoir été promu coiffeur, nous sommes devenus un couple. 3 ans plus tard, nous avons décidé de sceller notre amour par le mariage. Par respect, nous avons demandé l'approbation de nos parents respectifs dès le début de notre relation. J'avais déjà développé une relation amicale avec son jeune frère, le traitant comme mon propre frère, et j'avais rencontré ses parents à plusieurs reprises. Je n'avais donc aucun doute sur le fait que je recevrais leur bénédiction. Ils avaient toujours été gentils avec moi et je pensais qu'ils approuveraient de tout cœur notre union. À ma grande surprise, c'est le contraire qui s'est produit. J'ai eu beau insister sur le changement d'époque, mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. J'ai été déconcertée par le fait que, bien que leur fille exerce la même profession, mes parents aient continué à critiquer le travail de mon futur gendre. Leur irrationalité, même s'il s'agissait de mes propres parents, était décourageante. Mon mari a fait les frais de leur désapprobation et je n'arrivais pas à comprendre leur comportement. Bien qu'il ait été accueilli par les parents de mon mari, il a dû faire face à l'hostilité des miens, ce qui m'a fait honte. Bien que mon mari n'ait jamais montré son mécontentement, continuant à visiter notre maison et faisant des efforts sincères pour plaire à mes parents, le traitement froid a persisté. Son dévouement surpassait le mien, celui de leur propre fille. Finalement, grâce à ces efforts persistants, mes parents ont approuvé notre mariage à contre-séure. Dans le cadre de l'accord, nous avons décidé de nous installer dans une maison proche de celle de mes parents. Bien que mes beaux-parents et mon mari aient insisté sur le fait que c'était dû à l'amour de ma mère pour moi, je savais qu'il n'en était rien.
La véritable motivation de ma mère était d'exploiter mon mari, en le transformant en coiffeur gratuit et en l'utilisant pour diverses tâches ménagères. Malgré ma colère intérieure, j'ai choisi de l'endurer, car mon mari se contentait de jouer le rôle d'un fils pour des parents qui n'en avaient pas. Je pensais que mes parents finiraient par reconnaître la vraie valeur de mon mari et qu'ils reviendraient à de meilleurs sentiments, même s'ils ne le couvraient pas de l'amour qu'il méritait. Peu après notre mariage, nous avons quitté le salon de coiffure où nous travaillions pour ouvrir notre propre boutique à proximité. Malgré les difficultés financières initiales, nos compétences ont fini par attirer l'attention d'une cliente célèbre proche de mon mari. Son bouche à oreille a transformé notre modeste salon en un établissement de renom, qui a su s'affranchir de son emplacement discret. Malgré les difficultés, notamment pour obtenir des rendez-vous et faire face à la concurrence de nombreux stylistes, notre succès s'est étalé sur 3 ans. Nous pensions être sur la voie de la prospérité jusqu'à ce qu'un obstacle inattendu surgisse. Ma mère a commencé à faire preuve d'un traitement préférentiel. Ma sœur aînée s'est mariée 2 ans après mon propre mariage. Son mari est un professeur britannique en échange à l'université où ma sœur enseigne, et ma mère l'adore et l'idolâtre. En tant qu'étrangère et professeur, ma mère a tout fait pour le choyer, achetant constamment différentes herbes et préparant des repas gastronomiques pour répondre à ses goûts. Elle se vantait fièrement du titre de professeur de son gendre et son comportement donnait l'impression qu'il s'agissait de son propre fils. Je peux comprendre ses actions dans une certaine mesure, mais elle ne devrait pas faire preuve de discrimination à l'égard de mon mari en ce qui concerne la nourriture. Ma frustration s'est accrue lorsque mon mari a brusquement abandonné notre projet d'ouvrir notre salon et s'est précipité chez mes parents. Il s'est avéré que ma mère l'avait rappelé. Cela s'est produit un jour où nous étions déjà débordés de rendez-vous, et j'ai dû attendre anxieusement le retour de mon mari. Les heures ont passé et il n'était toujours pas revenu. Comme il ignorait mes appels, je n'ai eu d'autre choix que d'annuler tous ces rendez-vous et de lui présenter mes plus plates excuses. Je voulais appeler ma mère pour lui faire part de ma colère, mais j'ai décidé de la garder pour moi pour l'instant et je me suis dirigée vers la maison de mes parents lorsque mon mari est finalement arrivé, complètement épuisé et couvert de poussière. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi il avait l'air si épuisé. Il n'a même pas eu l'énergie de répondre et s'est effondré sur le canapé. Il m'a demandé de lui commander à manger car il n'avait encore rien mangé. J'étais furieuse, ma mère ne lui avait pas donné à manger pendant tout ce temps? Que faisait-elle? J'ai appris plus tard qu'il avait repeint le débarras pour le compte de mon père, qui souffrait de maux de dos. J'ai été choquée. Si ma mère le faisait travailler autant, elle pouvait au moins s'assurer qu'il ait un repas décent. Comment pouvait-elle l'envoyer dehors dans la chaleur torride sans lui fournir de nourriture? Mais ce qui m'a encore plus bouleversée, c'est lorsque ma sœur a publié une photo sur les réseaux sociaux peu après le retour de mon mari. On les voyait, elle et son mari, joyeusement assis autour de la table à manger de nos parents, en train de déguster une délicieuse côte de bœuf rôti. L'atmosphère semblait si agréable, et les hashtags comprenaient la côte de bœuf de maman et l'amour de la belle-mère et le gendre. J'ai été choquée de voir qu'il dégustait de délicieuses côtes de bœuf, mais qu'il n'en offrait pas à mon mari. Comment pouvaient-ils être aussi égoïstes et ne pas prendre la peine de manger avec lui? Frustrée, je suis sortie pour appeler ma mère et la confronter à cette situation. J'étais déterminée à mettre fin à cette situation aujourd'hui. Je ne comprenais pas comment une personne comme ma mère pouvait avoir la délicatesse de servir une côte de bœuf au gendre de son professeur, mais ne pas faire preuve de compassion envers son propre gendre. Contrairement à son gendre plus âgé, qui ne faisait que lui rendre visite, mon mari travaillait pour mon père toute la journée. Même les travailleurs les moins bien payés recevaient des repas pour maintenir leur énergie au travail. Alors, pourquoi ne pouvait-elle pas traiter son gendre avec une gentillesse aussi élémentaire? Si elle s'attendait à ce qu'il travaille tôt le matin, elle aurait au moins pu le nourrir avant qu'il ne parte. Je ne demande pas que mon mari soit traité exactement comme celui d'Emilia, mais il devrait être traité comme un être humain. Lorsque j'ai soulevé cette question auprès de ma mère, elle l'a simplement balayée du revers de la main et m'a dit « Pourquoi te plains-tu? Ce n'est qu'un petit problème. » Je n'ai pas voulu discuter trop longtemps, alors j'ai mis fin à la conversation rapidement.
Mais cela m'a profondément blessée qu'elle ne comprenne pas l'importance d'offrir un repas à quelqu'un qui travaille dur. Ce n'est pas le rôti en lui-même qui est en cause, mais le manque d'attention et de compassion. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer les actes de ma mère à ceux de personnes sans éducation qui font preuve d'ignorance, comme l'a fait mon mari. Et cela m'a mise en colère que ma mère prenne son parti. Je l'ai interrogée, ne fournissez-vous pas de la nourriture à moins que quelqu'un ne la demande ? Il ne devrait pas avoir à demander de la nourriture, c'est à vous de l'offrir. Lorsque mon mari est rentré, il ne m'a rien dit à ce sujet, ce n'est que plus tard, lorsque j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux de ma sœur, que j'ai découvert ce qui s'était passé. Bouleversée, je n'ai pas pu contenir ma colère et ma frustration. Mon mari était entré dans ma famille avant mon beau-frère, et pourtant ma mère n'avait jamais cuisiné pour lui, et encore moins servi des côtes de bœuf. Il était embarrassant d'admettre que ma belle-mère ne montrait aucun amour ou considération pour son gendre. Au contraire, elle le maltraitait et le traitait comme un serviteur. Je me sentais profondément désolée pour mon mari. Je pouvais tolérer le favoritisme de ma mère à l'égard de ma sœur tant que je regardais ailleurs. Mais lorsqu'elle a commencé à traiter mon mari de la même manière, je n'ai plus pu le supporter, je me suis mise à consommer. J'ai donc pris la ferme décision d'évaluer l'état de ma relation. J'ai compris que si je continuais ainsi, mon mari et moi continuerions à souffrir. J'ai donc décidé de prendre mes distances avec les personnes qui causaient constamment du tort à notre famille. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de me rendre chez mes parents et j'ai bloqué tous les appels de ma mère à mon mari. Cependant, un jour, ma mère m'a appelé à l'improviste au magasin. Elle m'a parlé d'un ton doux, nous invitant, mon mari et moi, à venir chez elle pour le week-end. J'ai été déconcertée et je me suis demandé ce qui lui était arrivé. Il s'est avéré que c'était son anniversaire. J'ai d'abord envisagé d'ignorer l'invitation, mais mon mari a insisté sur le fait que nous ne devions pas la négliger. À contre-séure, j'ai accepté et nous avons été contraints de nous rendre chez mes parents. À ma grande surprise, ma mère nous a accueillis à la porte d'entrée, ce qui changeait de son comportement habituel. Cependant, elle s'est montrée froide envers mon beau-frère et j'ai senti une certaine tension dans l'air. Il semblait y avoir quelque chose d'inconnu pour moi. Tout au long du dîner, ma mère s'est efforcée de satisfaire mon mari, ce qui m'a mise mal à l'aise. Elle l'a même nourri, en plaçant de la nourriture sur sa fourchette et en l'appelant son gendre et son fils, comme si elle interprétait une chanson. Son comportement est devenu inquiétant et j'ai commencé à soupçonner qu'elle avait des arrière-pensées. En effet, il n'était pas étonnant que ma mère agisse bizarrement. Il n'y a pas si longtemps, les parents de mon beau-frère étaient venus d'Angleterre et sa mère désapprouvait fortement ma sœur aînée. Sa désapprobation se lisait sur son visage. J'ai appris que ma sœur avait été victime de mauvais traitements et de discrimination raciale de la part de sa belle-mère. Ma mère avait été témoin de ces mauvais traitements, sans le savoir, et cela l'a mise en colère. Elle a confronté mon beau-frère à ce sujet, mais il a fait l'idiot, prétendant ne pas comprendre l'espagnol alors qu'il le parle normalement couramment. Ma mère s'est sentie trahie. Elle a insisté pour que ma sœur divorce, mais celle-ci a refusé, affirmant qu'elle devait sa brillante carrière de professeur à son mari et qu'elle ne voulait pas divorcer. Pouvez-vous imaginer pourquoi je vis dans ces conditions ? C'est à cause de parents comme vous, qui n'ont pas de moyens financiers, et de collègues qui sont moins qualifiés mais qui réussissent uniquement grâce à leurs parents riches. Je ne peux compter que sur mon mari, c'est pourquoi je ne peux pas envisager le divorce. Je ne le permettrai en aucun cas. Dans ces conditions, ma mère s'est mise en scène pour satisfaire les besoins de mon mari, mais ce n'était pas du tout amusant. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens parvenaient à résoudre leurs problèmes de manière autonome ? Je me suis retrouvée dans une situation délicate, ne sachant pas comment j'allais supporter tout le dîner. Après un repas difficile, le moment est venu de présenter les cadeaux d'anniversaire. Mon beau-frère a sorti une petite boîte à bijoux de sa veste, avec l'intention de l'offrir à ma mère. D'abord ravie, elle a découvert une simple épingle à cheveux en ouvrant la boîte, une épingle apparemment bon marché, probablement achetée à des vendeurs de rue. Immédiatement,
L'expression de ma mère s'est transformée en un mélange de déception et d'agacement face à la tentative de mon beau-frère de faire un grand geste à partir d'un cadeau insignifiant. Il prétendait avoir parcouru le marché en long et en large, mais la qualité n'était pas à la hauteur du battage médiatique. Ce n'était pas la première fois que mon beau-frère offrait des cadeaux modestes, peut-être sous l'influence d'un incident passé ou d'une différence culturelle. Maman s'attendait à plus, et son mécontentement s'est manifesté à la fois par l'expression de son visage et par l'inconscience de mon beau-frère. Observant la scène, mon mari m'a subtilement fait signe de sauver la situation. J'ai rapidement sorti une enveloppe d'argent de mon sac à main et l'ai poussée vers ma mère. Lorsqu'elle a aperçu l'enveloppe, son visage s'est illuminé, croyant qu'il était habituel de l'ouvrir immédiatement. À sa grande surprise, elle a trouvé un chèque cadeau de $10 000 pour une croisière de luxe. Extatique, ma mère ne pouvait contenir sa joie. Cependant, dans mon excitation, je lui ai tendu par erreur la mauvaise enveloppe, qui contenait un billet de $100. Je me suis excusée et j'ai corrigé mon erreur, expliquant que l'argent était destiné à sa préférence. Malgré son attente initiale, l'expression de ma mère est passée de la joie à la déception en réalisant la différence significative de valeur entre son cadeau et celui de ma belle-mère. Blessée et les larmes aux yeux, elle a remis en question mes actions, se demandant pourquoi, après plus de 30 ans, je la traitais de cette manière. En réponse, j'ai essayé de minimiser la situation, en soulignant l'insignifiance de l'affaire. Pourtant, ses blessures émotionnelles étaient profondes et elle ne comprenait pas pourquoi, dans un cas apparemment insignifiant, les rôles s'étaient inversés, la laissant triste et en colère. La douleur persistait alors qu'elle se demandait pourquoi une fille traitait sa propre mère avec un tel mépris. Penses-tu vraiment qu'il est juste de ne me payer que $100 ? As-tu la moindre idée de ce que j'endure chaque jour ? C'est l'argent que je gagne après avoir enduré de tels mauvais traitements que je te donne. Ne t'ai-je pas déjà expliqué que les relations sont censées aller dans les deux sens ? Avez-vous déjà fait l'expérience de la gentillesse dont ma belle-mère fait preuve à l'occasion de mon anniversaire ? Elle m'a acheté un appareil de massage parce qu'elle sait à quel point je travaille toute la journée, et elle m'apporte constamment de la nourriture pour que je ne manque jamais un repas. Elle passe même de temps en temps remplir mon réfrigérateur de délicieux plats faits maison, et cela ne se limite pas aux vacances, elle veut que je me repose, alors elle planifie intentionnellement des voyages avec ses amis pendant ces périodes. Elle m'aime sincèrement, ce qui est un contraste frappant avec vous. Je doute que tu aies jamais pensé à moi, vu que tu ne penses qu'à Emilia. Eh bien, à partir de maintenant, j'ai l'intention de rendre exactement ce que je reçois de toi. Et ne vous avisez pas de parler de mon mari comme s'il était votre serviteur personnel. C'est une personne de valeur, pas quelqu'un que vous pouvez appeler pour tous vos caprices. Si vous avez besoin d'un chauffeur, engagez un chauffeur. Et si vous avez besoin de faire réparer des choses à la maison, appelez un homme à tout faire. Mon mari n'est pas à votre disposition. Lorsque j'ai épousé mon mari, j'ai quitté la maison de mes parents. Il voulait que nous nous excusions auprès de ma mère, mais j'ai fermement refusé. Mes parents nous ont maltraités, lui et moi, et je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie. Ma sœur a fini par se séparer de son mari. Il est parti soudainement pour l'Angleterre, prétextant qu'il ne supportait plus d'être avec ma sœur. Ma mère, qui avait l'habitude d'idolâtrer ma sœur, en a été dévastée. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes très occupés. La seule différence notable est que mon ventre grossit maintenant que je suis enceinte. Les gens disent que l'on commence à comprendre ses parents lorsqu'on devient soi-même parent, mais je ne peux m'empêcher de me demander si ce sera le cas pour moi. Vais-je enfin découvrir les raisons des mauvais traitements infligés par ma mère ? J'en doute fortement. Peut-être qu'un jour, je trouverai dans mon cœur la force de lui pardonner, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Pour l'instant, je ne veux me concentrer que sur les personnes qui m'aiment et qui prennent soin de moi, comme mon mari qui se trouve à mes côtés et mon bébé qui grandit en moi. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère sincèrement que vous et votre famille passerez une journée vraiment heureuse. Vos encouragements et vos commentaires judicieux dans la section des commentaires signifieraient beaucoup pour moi. Aimer et s'abonner serait un grand soutien. Je vous souhaite une journée fantastique.